on aura un embryon implantatoire et réussir notre grossesse. Donc, je suis professeure Aïcha Matkour à la faculté de sciences de Rabat. Je suis une spécialiste de la reproduction humaine et spécialement l'immunologie de la reproduction. Donc déjà, avant de commencer la thématique proprement dit, j'aimerais bien commencer avec des questions scientifiques. Donc, la première des questions que j'ai en tête, c'est plutôt à quel niveau exactement on peut parler des marqueurs de l'implantation. Parce que ça peut être un site. Okay. Donc voilà, la première question qu'on se pose, c'est plutôt à quel niveau exactement on peut parler des marqueurs de l'implantation embryonnaire, parce que ça peut être au niveau ovocytaire ou encore au stade de jour 1, ou un embryon de clivage de jour 3, ou encore même un blastocyte, ou même après. Et bien sûr, la deuxième question qu'on se pose, qui décide vraiment l'invasion embryonnaire? Parce que là, vraiment, c'est ça ce qui décide la réussite de l'implantation par la suite. Et c'est grâce à ça qu'on aura plutôt la sécrétion de bêta-ACG qui est voilà, pour avoir une possibilité de grossesse biochimique. Et la deuxième question qu'il faut se poser, si vraiment on a une bonne invasion qui est bien réussie, y a-t-il plus de risques pour des RIF et les RPL, c'est-à-dire les échecs d'implantation qui sont répétés ou encore les échecs de grossesse qui sont répétés? Alors là, vraiment, ça devient de plus en plus un problème pour les FIVistes parce que voilà, ça devient un stress, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les spécialistes de la FIV. Et quel marqueur il peut mieux présenter la compétence implantatoire de l'embryon? Parce que de plus en plus, il y a des études qui parlent de la protéomique, du métabolomique, de transcriptomique et même de l'ADN libre. Alors là, on ne sait plus où se mettre la tête. Hein, on ne sait plus quoi choisir exactement. Parce que là, il faut aller directement à la cible. Est-ce que je peux tout simplement tester un seul marqueur ou 3 marqueurs et juste en se basant sur ça, est-ce que je peux avoir une idée que voilà, cet embryon, c'est un embryon implantatoire. C'est-à-dire, une fois j'ai une dose donnée, je vais savoir est-ce que j'aurai une bonne grossesse et une grossesse qui est réussie. Et pas juste ça, c'est-à-dire vraiment avoir une naissance, mais vivante. Faut-il être vraiment précis à propos de la réceptivité endométriale? Parce que là, il ne s'agit pas juste de l'embryon, il s'agit aussi de cette communication entre l'endomètre et l'embryon. Est-ce que déjà, cet endomètre, il va pouvoir recevoir cet embryon? Et là, on se pose un peu la question, qui est le responsable? Est-ce que vraiment c'est l'embryon ou l'endomètre qui va décider cette communication? Donc, il y a plusieurs questions qu'on se pose, mais aussi ce qui intéresse surtout les gynécologues et les responsables de la FIV, comment augmenter les chances de la réussite de votre transfert embryonnaire. C'est-à-dire, vous allez transférer votre embryon et là, vous savez très bien que ça va réussir. Donc, déjà, pour répondre à ces questions, il faut comprendre un peu c'est quoi ce système d'implantation. C'est quoi la grossesse? La grossesse, déjà, c'est un paradoxe immunologique parce que tout simplement, il ne s'agit pas juste d'une entité qui est originaire de la mère, mais l'embryon, il s'agit d'une greffe semi-allogénique parce que ça englobe que ce soit l'ADN de la mère et l'ADN du père. Et c'est pour cette raison, c'est devenu de plus en plus important de savoir le côté d'histocompatibilité, c'est-à-dire le HLA, et aussi question de la sécrétion des cytokines et des interleukines, c'est-à-dire le système immunitaire, ou encore le facteur de préimplantatoire, le PIF. Et ce n'est pas au PIF. Donc déjà, pour l'implantation, pour comprendre un peu, c'est pas, voilà, on a un embryon et on va l'implanter ici au niveau de l'endomètre. C'est un système de communication, c'est crosstalk. Et bien sûr, ça se fait à plusieurs niveaux. Et là, on se demande, ben voilà la FIV, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on fait une simulation ovarienne. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Une ponction. Après, on passe directement soit à la FIV classique ou encore à l'ICSI. Et on fait le transfert. Mais on a sauté des étapes. Il faut se poser cette question. C'est-à-dire, pendant ces étapes de communication dont on a vraiment besoin, ben, il y aura un décalage de communication entre l'embryon et l'endomètre. Donc, une fois on va
transférer l'embryon, ben, l'endomètre, il ne sera pas capable de reconnaître l'embryon. Et c'est pour cette raison, on a de plus en plus de problèmes de communication entre l'embryon et l'endomètre. Alors là, il faut se poser la question, comment faire pour se rattraper par la suite? Parce qu'on saute un peu les étapes, mais il faut aller tout doucement juste par la suite. C'est pour cette raison, ben voilà, les spécialistes de la FIV, ils essaient de comprendre la fenêtre d'implantation, c'est-à-dire de savoir exactement où il faut transférer. Ben, dernièrement, on entend de plus en plus des tests RA-test pour savoir un peu la fenêtre d'implantation, mais bien sûr, il y a des critiques là-dessus. Parce que quand, voilà, on a un test pour savoir question de réceptivité endométriale, ben, il s'agit du cycle d'avant. Et ce n'est pas vraiment du cycle là où on fait le transfert. Alors là, c'est pour cette raison, ça explique pourquoi on a une certaine diminution à ce niveau pour question de taux de réussite. Donc déjà pour la fenêtre d'implantation, la première des choses par laquelle on commence, c'est plutôt la position. Après, c'est l'adhésion, c'est-à-dire là où l'embryon, il va se coller au niveau de l'endomètre. Par la suite, il y a l'invasion. Et par la suite, c'est ça l'implantation proprement dit. Ben déjà, s'il y a un petit décalage, juste un petit peu, un petit dérèglement dans une des étapes, ben tout simplement, il n'y aura pas d'implantation. La plupart du temps, on parle plutôt des fausses couches. Mais est-ce qu'on vraiment on est capable de savoir les échecs d'implantation? Ben c'est ça. Déjà, il y a le problème au niveau de cette définition. Jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, même à l'échelle internationale, même après plusieurs consortiums, ben, ils n'arrivent pas vraiment à définir et à faire la différence entre un échec d'implantation et bien sûr un échec de grossesse, parce que c'est différent. Bien sûr, quand on parle de tout ça, déjà il faut comprendre que l'endomètre, il doit déjà se préparer tout en communiquant avec l'embryon. Et c'est grâce à des sécrétions que l'embryon il fait qu'il y a le développement des pinopodes au niveau endométrial. Là, ce n'est pas assez développé et enfin c'est développé. Parce que tout simplement, s'il n'y a pas ces pinopodes, on n'aura pas l'implantation par la suite. Donc il faut comprendre que l'implantation embryonnaire, c'est un système de step by step. Il faut aller petit à petit pour déjà comprendre ce qui se passe au niveau de la position, c'est-à-dire qu'il y a des sécrétions de facteurs de croissance, des cytokines, des chymokines et même des prostaglandines. Et bien sûr, on peut analyser tout ça pour savoir s'il s'agit d'un problème de la position. Ou encore, on va analyser plutôt les intégrines, les cadérines, les S-sélectines, les immunoglobulines, pour savoir s'il y a un problème d'adhésion. Ou encore au niveau de l'invasion, c'est-à-dire l'activateur du plasminogène, ou encore les métalloprotéases. Alors là, les métalloprotéases, c'est devenu de plus en plus important. Pourquoi? Parce qu'ils sont des molécules qui sont responsables de la migration cellulaire. Donc déjà, si on n'a pas les métalloprotéases, on n'aura pas la migration de cet embryon pour qu'il se fixe exactement au site d'implantation. Et quand il y a un dérèglement au niveau de cette molécule, on a plutôt les grossesses ectopiques. Donc déjà, là, c'est un problème. Ou encore, déjà, il faut comprendre que les femmes avec un endométriose, ils ont un problème de sécrétion de métalloprotéases. Parce que déjà, l'endométriose, c'est quoi? Tout simplement, il y a un problème de migration des cellules de l'endomètre, là où ils vont aller un peu partout. Donc déjà, s'il y a un problème de migration, c'est sûr que j'aurai plus de risques d'avoir des grossesses qui sont ectopiques. Ou encore, il y a le problème de la prééclampsie. On en parle dernièrement de plus en plus parce que tout simplement, ça devient vraiment un vrai problème au niveau de la FIV. Parce que voilà, quand il y a un problème de communication entre l'embryon et l'endomètre, c'est qu'il y a un système de toxicité au niveau endométrial. C'est-à-dire l'embryon, il va essayer de survivre, ils s'en foutent de la mère. Et la mère, elle va essayer de faire la même chose. Donc les deux, ils vont devenir toxiques pour eux-mêmes, pour les deux. Et c'est pour cette raison, voilà, ils vont essayer tout au long de la grossesse de dépasser ce dérèglement. Et c'est comme ça qu'on a ce problème de la prééclampsie. Donc déjà, si on essaie de prédire tout ça en avance, on peut le régler tout facilement. Et il y a bien sûr les facteurs qui sont essentiels pour l'implantation, qui sont déjà, il y a les systèmes qui sont plus en relation avec l'anti-inflammation, c'est-à-dire l'interleukine 4, 6 et
et 10. Et bien sûr, ils sont sécrétés par le blastocyste, c'est-à-dire l'embryon. Donc, l'embryon, s'il n'est pas capable de sécréter ces 3 cytokines, on aura un échec d'implantation. Donc, déjà, Nathalie Lédé, elle en parle de plus en plus, et c'est pour cette raison, ben voilà, elle a eu un brevet pour faire le test immunitaire, pour comprendre un peu les causes des échecs répétés d'implantation. Ben déjà, elle travaille sur ces interleukines. À part ça, il y a le problème des NK, c'est-à-dire les NK, ils ne sont pas assez formés. Ils deviennent toxiques, c'est-à-dire au lieu de faire le bon travail, ben, il le faut incorrectement. Donc, ces NK, ils doivent sécréter déjà l'interleukine 2, il y a l'interleukine 12, et ils sont déjà sécrétés par l'endomètre. Donc, déjà, quand il y a un problème d'endométriose, c'est-à-dire déjà on a un problème de sécrétion au niveau endométrial, donc on aura ces problèmes à ce niveau-là. Et encore, il y a la sécrétion de TNF-bêta et l'interféron. À part ça, il faut comprendre l'implantation embryonnaire en soi. Elle a besoin de quoi exactement? Donc déjà, la première des choses en quoi on essaie d'insister, parce que je sais très bien que je parle beaucoup. Hein. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a l'interleukine 6 et l'interleukine 1. Pourquoi? Parce que ce sont des interleukines qui sont essentielles pour la décidualisation au niveau endométrial. Donc si on n'a pas ces interleukines, on n'aura rien par la suite. Et en même temps, on a besoin du VEGF et le PIGF. Ce sont des facteurs qui sont essentiels pour l'angiogenèse et la vascularisation. Et là, juste pour comprendre une chose, c'est que voilà, les femmes avec l'endométriose, ils ont un problème au niveau du VEGF. Et la stimulation ovarienne, elle dérègle ces 2 facteurs. C'est pour cette raison qu'on a de plus en plus le risque d'avoir une hyperstimulation ovarienne. Et c'est à cause de ces 2 facteurs. Donc, déjà, il faut penser au processus qui régule tout ça. Donc déjà, vous voyez juste au centre, il y a le LIF. C'est un facteur qui est très intéressant, qui est déjà, c'était connu au niveau de la culture cellulaire, dans le temps et encore dans l'oncologie, parce que simplement, c'est un facteur magique. Oui, d'accord. Donc, c'est un facteur magique parce que voilà, c'est grâce à ce facteur, on arrive à avoir une bonne prolifération cellulaire. Il est capable de réguler tous les cytokines en même temps. Donc, on peut tout simplement se demander pourquoi pas aller directement au LIF, le doser et voir si on a assez de sécrétion de ce facteur pour voir ce qui se passe juste autour. Et bien sûr, ce qui est très intéressant, ils ont découvert que le LIF, il arrive à réguler ce système immunitaire qui est essentiel, que ce soit pour l'implantation, que ce soit pour la grossesse. Donc déjà, pour l'implantation, on a besoin d'avoir les cytokines qui sont inflammatoires, c'est-à-dire le TNF, l'interféron gamma, le LIF en soi, l'interleukine 1, 2, 6, 12, 15, tout un panel. Et juste après, pour la grossesse, on a besoin de faire passer tout ça, parce qu'il faut passer à la 2e étape. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il ne faut plus considérer l'embryon comme un agent pathogène. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le corps, il est très intelligent pour trouver une solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va stopper l'immunité assez pour maintenir la grossesse. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin des anti-inflammatoires, incluant le GM-CSF. Je suis sûre et certaine que vous avez entendu parler de ce facteur, qu'on en parle de plus en plus, surtout aux congrès internationaux. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas pour rien, parce que tout simplement, c'est un facteur aussi magique et on peut même l'utiliser comme un prédicteur de l'implantation embryonnaire. Parce que s'il est assez sécrété, en premier temps, on pourra avoir une idée qu'on aura le maintien de grossesse et encore plus, avoir une bonne naissance vivante. Donc, à part ça, juste dernièrement, on parle de plus en plus de systèmes des exosomes. C'est quoi ces systèmes des exosomes? Parce que là, il faut se poser la question. Oui, il y a le crosstalk, il y a la communication entre l'embryon et l'endomètre. Mais ils vont communiquer comment? C'est à travers des vésicules extracellulaires. Et c'est au sein de ces vésicules se trouve le tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, voilà, on voit les micro-ARN, l'ADN, l'ARN messager, l'ARN circulant, et même des protéines et des cytokines.
C'est-à-dire, si on arrive à analyser juste ces exosomes, on peut savoir s'il y a assez d'ADN libre. On en parle de plus en plus. Et là, on n'a pas besoin de savoir exactement quel ADN qui manque. Tout simplement, voir si on a de plus en plus de sécrétion de l'ADN libre dans le sang. Parce que quand la cellule elle est stressée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sécrète de l'ADN. Parce qu'il est dégradé à l'intérieur. Donc, si on a une concentration très élevée de l'ADN libre dans le sang, surtout quand on trouve dans les exosomes, ben on sait très bien qu'on aura un problème d'implantation par la suite. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, tout simplement, il faut faire la vitrification et attendre l'autre cycle. Et comme ça, on aura plus de chance. Ben c'est ça, normalement, les systèmes des vésicules extracellulaires, parce que voilà, ils ont trouvé que c'est d'ici de l'implantation, le développement embryonnaire, même le timing de la naissance en soi, et ils sont des bons biomarqueurs pour des grossesses qui sont healthy ou même pathologiques. C'est-à-dire, en fonction de ça, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la mère quand elle est enceinte. Et voilà, là, ils ont essayé de voir un peu les biomarqueurs exacts sur lesquels on peut se baser. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a déjà des micro-ARN, c'est juste 30 et 21, parce qu'il y en a plusieurs. Ben, on essaie tout simplement de sélectionner les meilleurs. Et là, je trouve qu'il y a déjà les métalloprotéases, les MMP, et aussi le HLA-G. Donc, le HLA-G, c'est un des biomarqueurs qui sont vraiment très intéressants. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce HLA-G qu'on a une sorte de carte d'identité qui se présente de l'embryon vers l'endomètre. Et c'est grâce à ça que l'endomètre, il va l'accepter. Et dernièrement, on a trouvé même, bon là, ça entre dans le cadre d'un sujet doctoral que j'encadre moi-même pour voir est-ce qu'on peut utiliser le HLA-G comme biomarqueur, que ce soit de la réponse ovarienne, que ce soit de la qualité embryonnaire, et même pour voir est-ce qu'on aura une bonne implantation et grossesse et naissance vivante. Qu'on peut normalement doser soit dans le liquide folliculaire, ben, qu'on le jette tous les jours, ou encore on pourra le doser au niveau du sérum, et encore on pourra normalement le doser dans le milieu de culture. Donc là, on jette tout ce qui est des pays, et parce que là, c'est plus performant, comme dire, voilà, c'est un diagnostic qui est non invasif. Donc, tout ça, c'est pour faire plaisir à cette complexité de l'immunité. Je sais très bien que j'ai dit un peu beaucoup de choses à la fois, et ça peut brusquer quelques-uns, parce que voilà, quand on pense est-ce qu'il faut vraiment doser tout ça? Ben non. Tout simplement, ce qu'ils ont trouvé dans le cadre de cette étude, que voilà, quand il y a l'interleukine 1, 8 et 7 qui sont en augmentation, c'est-à-dire qu'on aura tout simplement un échec de grossesse. Donc là, il faut comprendre autre chose dont on en parle juste un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'importance de l'interleukine 1 et l'ACG. L'ACG, c'est le premier message qui est sécrété par l'embryon pour préparer l'endomètre. C'est-à-dire, ce n'est pas sécrété, on n'aura pas vraiment la réceptivité endométriale. C'est impossible, même si tu vas ajouter toutes les molécules du monde. C'est pour cette raison que voilà, dernièrement, on essaie d'injecter au niveau intra-utérin de l'ACG pour préparer. Ben, c'est comme un mensonge, en fin de compte, à l'endomètre, pour essayer de lui dire, écoute, ben, l'embryon, il est là. Ou encore, il y en a d'autres qui ont pensé autrement, c'est-à-dire de transférer un embryon, plus ou moins qui est de mauvaise qualité, pour préparer l'endomètre, et on sait très bien que ça ne va pas s'implanter. Et juste après 2 jours, on va normalement transférer l'embryon qu'on essaie, ben, qu'on espère qu'il va s'implanter. Et bien sûr, il s'implante parce que voilà, il y aura déjà la préparation de l'endomètre. Et là, on pense plus côté traitement que diagnostic. Parce que là, il faut comprendre en quoi ça va me servir tout ça, de prédire toutes les cytokines immunitaires. Ben, je sais très bien qu'il y a plusieurs écoles qui sont contre l'endométriose scratching, parce que tout simplement, c'est assez difficile de contrôler. Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ben, c'est une étude qui a été publiée en 2021, ben, c'est tout récent. Et là, ils ont trouvé qu'il y a une augmentation de 4,6% de naissances vivantes pour les couples infertiles qui ont un échec d'implantation embryonnaire.
Et là, ce qui était pertinent, c'est-à-dire qu'ils ont essayé ça même avec les couples qui sont normaux, là, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que voilà, l'endométriose scratching, ça doit être indiqué directement pour ces couples qui ont un échec d'implantation. Et là, ça prouve un peu que la question de l'infiltration des macrophages et des NK avec plus de TNF et l'interleukin 15. Et c'est pour cette raison qu'ils essaient de plus en plus de diagnostiquer directement le niveau de ces deux cytokines pour voir, voilà, ils ont trouvé que même 33% des patientes, c'est-à-dire c'était un vrai panel, hein, comme vous le voyez, c'était de 384 sur 1145 patients. Ils ont essayé de voir est-ce que vraiment ce scratching, ça va donner quelque chose. Et là, ils ont eu, voilà, que 33% chez ces patients, ça a marché pour l'endométriose scratching. Et là, ça explique un peu les résultats qu'on a eus pendant notre étude. Ça a été publié en 2015 et là, c'est devenu de plus en plus comme une référence à l'échelle internationale, même citée par Nature, pour dire, voilà, qu'on peut utiliser même l'immunothérapie, c'est-à-dire, voilà, transférer des cellules immunitaires de la femme elle-même au niveau utérin avant le transfert embryonnaire. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? Une implantation qui a été doublée et encore plus, des grossesses cliniques qui ont été triplées. Et là, je reviens à la HLA-G. Pourquoi? Parce que voilà, ça m'intéresse et je travaille là-dessus dernièrement, bien sûr dans le cadre de sujets de doctorat. Et là, pour comprendre un peu ce HLA-G, c'est un système d'immunotolérance. C'est-à-dire, c'est grâce à cette molécule qu'on arrive à dire, voilà, il faut switcher de la pro-inflammation pour aller à l'anti-inflammation. Si on n'a pas ce HLA-G, on n'aura pas la suite. Et là, ça explique pourquoi ça ne marche pas bon, qu'il y a un problème de HLA-G chez les femmes avec la prééclampsie, parce que tout simplement, il y aura moins de HLA-G. Et là, ça affecte même les autres facteurs comme le VEGF et le système d'angiogenèse. Et là, c'est une étude qui a été juste publiée il y a quelques jours, c'était en 11 novembre 2021. Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que voilà, normalement, le HLA-G, c'est un des meilleurs prédicteurs de grossesse, de naissance vivante en FIV. Parce qu'ils ont trouvé que déjà, on peut le détecter très facilement au niveau du milieu de culture et prendre juste 25 microlitres. C'est tout ce que je demande. Tout simplement. 25 microlitres. C'est rien. Hein? Ben voilà, je veux juste une goutte, tout simplement, non? Vous n'allez pas me le donner. Donc voilà, je me pose un peu la question, qu'est-ce qu'on va perdre? J'ai besoin juste de 25 microlitres pour doser le HLA-G. Avec ELISA, ça ne coûte rien. Et là, je vais pouvoir savoir directement, est-ce que j'aurai de bons embryons par la suite et même une naissance vivante. Et là, ce qui a été dernièrement prouvé, c'est que voilà, ça peut même dépasser le score qui est morphokinétique pour voir est-ce que ça peut me donner une idée plus claire sur le développement embryonnaire et la compétence implantatoire. Et là, ça a été pas juste pour le HLA-G, mais aussi pour les micro-ARN qui sont de 20 et de 30 pour avoir une idée plus claire sur la qualité blastocytaire. Bien sûr, il y a l'autre facteur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le facteur de la préimplantation, parce que voilà, il est nécessaire pour la prolifération cellulaire. Et bien sûr, ils ont découvert que c'est un marqueur de la vitalité embryonnaire. C'est-à-dire, si vous visez de savoir est-ce que votre embryon, il est vital, ben, il faut tout simplement aller vers le PIF. C'est très clair, c'est très facile à le détecter. Vous allez le faire juste avec ELISA et là, vous allez avoir une idée sur votre compétence embryonnaire et pour savoir est-ce que vous allez avoir des blastocystes ou pas. Et là, ce qu'ils ont trouvé, c'est en relation avec la régulation du TH1, TH2. C'est un système qui est pro-apoptotique sur les cellules endométriales, qui est bien sûr nécessaire pour l'implantation et pour l'adhésion cellulaire. Et aussi, il augmente les intégrines dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire elle est essentielle pour la phase de l'adhésion. C'est-à-dire, si on a un problème de PIF, ben, tout simplement, vous n'allez pas avoir de l'adhésion, ben, tout simplement, il n'y aura pas de l'implantation. Et à part ça, on en parle de plus en plus du stress oxydatif. Ah oui, ça devient un peu la mode.
C'est pas juste pour l'infertilité féminine, mais aussi masculine. Mais là c'est comme si on va aller directement aux symptômes, aux résultats. C'est-à-dire, si on a un dérèglement immunitaire, un problème de HLHG, un problème de PIF, un problème de je ne sais pas quoi, ben directement, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? C'est le stress oxydatif. Et bien sûr, on pourra aller directement au marqueur du stress oxydatif. C'est sur quoi j'ai travaillé dernièrement avec Dr. Smaïl Karouche. Et là, c'est bien sûr une presse pour voir quels sont vraiment les marqueurs les plus intéressants du stress oxydatif. Et là, on était un peu étonnés pour savoir, voilà, qu'il y a un marqueur qui est essentiel pour notre survie cellulaire. C'est lequel? C'est ce qu'on appelle le HSP70. On en parle surtout pour les problèmes neurodégénératifs, le problème de cancer ou autres maladies inflammatoires, parce que c'est une protéine de survie cellulaire. Ça s'appelle le heat shock protein, c'est-à-dire c'est une protéine qui est sécrétée une fois il y a le stress de chaleur. Et là déjà, on a un problème de stress de chaleur tout le temps dernièrement. Hein, ça change tout le temps. Ben, ça peut expliquer pourquoi on a ce problème de HSP. Et là, on a découvert que juste en dosant le HSP 70, qui est sécrété surtout au niveau embryonnaire, on peut savoir exactement est-ce que cet embryon il sera viable et même par la suite, est-ce qu'il sera implantatoire. Donc, bien sûr, je sais très bien qu'il y a de plus en plus de tests, et bien sûr, ça dépend du marketing un peu. Parce que, voilà, il y a question de visuel, parce que, voilà, c'est le plus facile, c'est-à-dire, voilà, le côté morphologique, et ça ne veut pas dire qu'on doit surpasser tout ça. Il y a aussi, bien sûr, le côté morphokinétique, c'est-à-dire le time-lapse. Et il y a aussi le côté génétique, et j'ose pas trop en parler, puisqu'il y a les problèmes bioéthiques. Voilà. Et ce qui, bien sûr, nous encourage de plus en plus dernièrement, c'est le côté omique. Parce que voilà, c'est un système qui est non invasif. On peut parler de métabolomique, transcriptomique, protéomique, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire juste analyser quelques protéines et voir qu'est-ce que vous allez avoir pour avoir une idée sur votre embryon ou encore l'ADN mitochondrial. Et je peux en parler encore plus, c'est-à-dire vous pouvez juste savoir exactement la quantité de l'oxygène qui sera consommée au niveau de votre milieu de culture et vous allez avoir une idée sur votre embryon. Mais bien sûr, ce qui est trop pertinent, c'est plutôt l'ADN libre. Hein, ça devient un peu la mode. Mais bien sûr, je reviens vers la protéomique parce que c'est plus facile à en faire, hein, à vraiment le réaliser. Et on pourra aller, c'est plus accessible exactement. On peut aller juste vers quelques protéines et là, tout dépend de ce que vous voulez chercher. Donc, si vous voulez avoir une idée plus claire sur la qualité ovocytaire, vous pouvez aller vers le GSSF ou encore les micro-ARN qui sont le 29. Donc, est-ce que, voilà, on peut considérer que les micro-ARN, ils sont des prédicteurs? Ben, ça dépend. Il y en a tout un panel. Et bien sûr, c'est pour cette raison que j'ai fait un peu de recherche pour vous, pour voir ce qui est encore plus intéressant à voir. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Tout simplement, qu'on pourra aller directement vers les micro-ARN qui est 26, qui est en corrélation négative, et encore les micro-ARN qui sont 21, qui sont des prédicteurs directs de la grossesse clinique. J'espère que vous notez ça. Donc voilà, à part ça, il y a les marqueurs de réceptivité endométriale pour les gens qui leur intéressent, c'est-à-dire il y a aussi les corticostéroïdes, binding globulin ou la phytoine. Et là, bien sûr, c'est plus en relation avec les échecs d'implantation. Et là, juste dernièrement, on en parle un peu de plus en plus de microbiote. Hein? Ben voilà. Voilà, là, c'est le résumé. C'est-à-dire, voilà, ce sont les marqueurs que je conseille à voir pour l'embryon, c'est-à-dire pour savoir une idée sur l'embryon, le GF, le LIF et l'interleukine 6 et 8. Je passe. Et là, pour vous dire que voilà, on saute des étapes dans la FIV pour essayer d'avoir de bons résultats, mais il ne faut pas oublier que l'implantation embryonnaire, c'est un système de step by step. Il faut essayer de se rattraper. Et merci pour votre attention. On va essayer.